Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel pour un numéro spécial consacré aux femmes djihadistes. Elles représenteraient un tiers des Français partis rejoindre le groupe État islamique en Irak et en Syrie. Qui sont-elles? Comment se sont-elles radicalisées? Quelles sont leurs motivations? Nous poserons toutes ces questions à notre invitée Fatima Lanaït, auteure d'un rapport intitulé « Femmes kamikazes, le djihad au féminin ». Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous verrons avec vous aussi si le rôle des femmes djihadistes évolue. Est-ce qu'elles représentent un nouveau vivier pour l'organisation de l'État islamique, sachant que jusqu'à présent, elles étaient plus cantonnées dans un rôle de reproductrice, à savoir faire des bébés pour peupler, disons, le califat. Mais avant ça, je vous propose de faire un point sur celles qui ont fait l'actualité ces derniers mois avec Laure Manin. La justice française a longtemps traité les femmes revenues de Syrie avec une certaine nonchalance, les considérant comme passives, simples accompagnatrices de leurs conjoints. Mais aujourd'hui, les autorités prennent conscience de leur candeur. Une accélération des dossiers de jeunes filles mineures avec des profils très inquiétants, des personnalités très dures. Elles sont parfois à l'origine de projets terroristes qui, sur le plan intellectuel, commencent à être très aboutis. Dernier exemple en date, le commando de 4 femmes qui voulaient faire exploser une voiture bourrée de bonbonnes de gaz à proximité de Notre-Dame de Paris. Les deux plus jeunes, Inès M et Sarah H, ont attaqué des policiers au couteau de cuisine lors de leurs arrestations. Inès M avait prêté allégeance au groupe État islamique et Sarah H était sur écoute à cause de sa relation avec le meurtrier du couple de policiers de Magnanville. Mais avant elle, il y a eu d'autres femmes dans le djihad. Ayad Boumedienne, la compagne de l'auteur de l'attaque contre l'hypercachère, aimait poser en guerrière. Et alors que son conjoint planifiait ses exactions, cette vidéo la montre à son arrivée en Turquie, sur le chemin de la Syrie. Autre femme a posé les armes à la main, Asna Eid Boulassen. La complice logistique des terroristes du 13 novembre est d'ailleurs morte dans l'assaut du raid contre l'appartement qu'elle avait loué à Saint-Denis. Des connaissances évoquent une jeune fille très influençable et totalement immature, passée en quelques mois des soirées arrosées au niqab. Il y a aujourd'hui plusieurs dizaines de jeunes femmes mises en examen en France pour des projets terroristes, des jeunes femmes qui ne sont souvent que des adolescentes. Fatima Lanaït, on estime qu'il y a en France 275 femmes djihadistes. Quel est leur profil? Est-ce qu'il y a un point commun entre ces femmes? Alors, il n'y a pas de profil type. Ça veut dire que ça concerne toutes les classes sociales, toutes les religions. Absolument. Comme pour les hommes, finalement. Comme pour les hommes, tout à fait. Comme pour les hommes. Alors, parmi les femmes quand même qui se radicalisent, il y a des très jeunes filles. C'est un phénomène croissant. Ça se passe, la radicalisation, essentiellement via les réseaux sociaux. D'ailleurs, un film récemment est sorti sur ce sujet qui s'appelle « Le ciel attendra ». Je vous propose d'en regarder un extrait. Je suis sûr que dans votre fauteuil, là, bien calé, vous êtes persuadé que vous savez tout ce qui se passe dans la tête de votre gamin. Parce que vous lui avez assez rabâché qu'il fallait pas parler aux inconnus, encore moins monter dans la voiture d'un étranger. C'est une étiquette de fantard. Tu vois pas la tête de diable, là? On nous ment tout le temps. Là, tu pars trop loin, même. Que si par hasard, quelqu'un de louche venait lui parler pour lui demander d'aller se faire éclater la gueule à 4000 km d'ici. Il viendrait le dire à son papa et sa maman. Alors, on le voit, ça se passe beaucoup donc, par les réseaux sociaux. On voit des images de guerre, on voit des images de Syrie. Est-ce qu'il y a un mode de recrutement spécifique pour les jeunes filles? Pour les adolescentes, de même que pour celles qui ne sont plus mineures, qui sont adultes, l'émotionnel, on va manipuler les émotions et on va manipuler les esprits. Alors, il peut y avoir un bourrage de crâne qui va prendre la forme de la diffusion et la rediffusion d'images d'enfants meurtris, de femmes et d'hommes morts qui sont sous les bombardements. Et il y a aussi l'aspect, l'adolescence, c'est un âge quand même assez difficile, c'est une transition. Parfois ça se passe très bien, parfois ça se passe très mal. Il peut y avoir des conflits, ne serait-ce qu'au niveau, au sein de la cellule familiale. Et du coup, il y a vulnérabilité. Alors, on a reçu récemment la ministre des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, en lui demandant comment lutter contre la radicalisation des adolescentes en particulier. Je vous propose d'écouter sa réponse. Il serait temps un jour qu'on s'interroge sur le rôle des contes de fées dans la formation de l'esprit des filles. Parce que ces jeunes filles, pour une partie d'entre elles, se font piéger par des princes charmants, qui en fait ne sont pas du tout des princes charmants, qui sont des abominables terroristes, et vont les enfermer et les soumettre. Alors, elles se font piéger et on parle de contes de fées, de princes charmants. Est-ce que c'est surprenant comme réponse pour vous? Alors effectivement, il y a cet attrait pour un homme
qu'elles vont idéaliser, un protecteur. Et en fonction du milieu culturel dans lequel elles ont baigné, dans leur enfance, il va aussi y avoir un peu le tabou du sexe, finalement, pour des personnes, pour des jeunes femmes, pour des jeunes filles qui ont été éduquées dans des milieux musulmans traditionnalistes, ou bien où on va leur dire, bon, alors les relations hors mariage sont interdites. Là, elles vont avoir accès finalement à des relations licites, qu'elles vont considérer comme licites, et dans la mesure où elles vont se considérer comme étant liées à quelqu'un, même si c'est virtuellement, elles vont considérer qu'elles peuvent se passer de l'assentiment de leur cercle familial et partir. La mission officiellement des femmes dans l'organisation de l'État islamique, c'est de faire des enfants, de former des futurs djihadistes. Cela dit, certaines veulent aussi prendre les armes. Est-ce qu'il y a une évolution? Il y a eu un commando de jeunes femmes qui a été arrêté récemment. Est-ce que finalement, ça montre que les choses sont en train de changer? Alors, pas vraiment, puisque sur place, c'est très codifié. Il y a le manifeste des femmes qui a été diffusé à partir de janvier 2015, donc le manifeste des femmes qui codifie le statut et le rôle des femmes au sein de l'État islamique, dans le territoire, donc Irak et Syrie. Et là, effectivement, on leur fait comprendre que leur djihad à elles, leur plus grande contribution, leur contribution au djihad, c'est effectivement d'être de bonnes épouses et de devenir des mères qui enfanteront des lionceaux, assurer la pérennité du projet et assurer la pérennité de l'idéologie de l'État islamique. Et participer à la formation de l'esprit de ces enfants, qui deviendront de futurs combattants. Ensuite, elles ne sont pas reconnues comme combattantes. Elles n'ont absolument aucun rôle combattant sur place. Il y a une brigade qui s'appelle la brigade El-Kansa, qui assure la police des mœurs, qui encadre les femmes lorsqu'elles se trouvent à l'extérieur, mais elles n'ont pas un rôle de combat. Elles ne vont pas au front. Là-bas, donc sur le territoire aux mains de Daesh, elles ne vont pas au front. Alors, est-ce qu'il serait exclu qu'on les incite à participer à l'action à l'étranger, sur des terres dites terres d'infidèles? Ce n'est pas exclu, d'autant plus qu'il y a une véritable volonté de leur part de participer finalement. Elles se disent aussi intelligentes, et elles le sont. Il y a une forme de frustration de ne pas pouvoir en être finalement, de ne pas pouvoir prendre part au combat et de devenir des martyrs pour la cause. Depuis qu'on a eu en France, en tout cas, ces actualités avec des commandos de femmes, des femmes djihadistes, on s'aperçoit que c'est pas forcément des femmes qui, sous la pression de leurs compagnons, vont rejoindre le djihad, mais elles le font volontairement. À quel point c'est vrai, ça? Alors, bien évidemment, les hommes n'ont pas le monopole ou l'apanage de l'adhésion à une idéologie extrémiste. Les femmes aussi peuvent tout à fait adhérer à une idéologie qui va sembler extrême et être déterminées à être de bonnes militantes. Alors, si leur militantisme, c'est au départ un rôle de logistique, bien, elles le font, elles l'acceptent. Mais ensuite, au fur et à mesure qu'évolue la cause, elles peuvent vouloir prendre part à cette cause, une part active, beaucoup plus active, et être occupées un peu le devant de la scène, elles aussi. Elles sont parfois, disait un de nos confrères, plus déterminées que les hommes. En tout cas, parmi celles qui partent, il y en a certaines qui déchantent et qui reviennent ou qui tentent de revenir. Je vous propose de regarder ce portrait d'une jeune Belge. Elle aura passé 9 mois. 9 mois au cœur de l'enfer de Daesh, avant, dit-elle, de se repentir aujourd'hui. Voici Laura Passoni en mars 2015 en Turquie, quelques heures après avoir fui les hommes de l'État islamique avec son fils de 4 ans. Je me rends compte que je ne veux pas que mon fils devienne comme eux. Je ne veux pas perdre mon fils. Je me dis tôt ou tard, ils vont le prendre. Ça ne sera plus mon fils à moi, ça sera leur fils à eux. Et à ce moment-là, je me dis non, en fait, c'est mon petit garçon. Je ne veux pas qu'il devienne un terroriste. L'histoire qu'elle raconte dans son livre, c'est celle de sa conversion, de sa radicalisation et de son départ pour la Syrie en juin 2014, avec son fils et son mari Oussama, qu'elle a rencontré quelques semaines avant sur Facebook. Arrivée en Syrie, cette Belge tombe d'abord sous le charme des hommes de Daesh. On nous avait décrit, eux, comme des héros, donc ceux qui sont là qui avaient abandonné leur vie pour défendre le peuple syrien. Rapidement, son mari part dans un camp d'entraînement. Laura vit d'abord à Raqqa, puis à El Bab. Mais elle vit enfermée chez elle. Je passe mes journées dans une chambre et c'est tout. On est là pour procréer, pour qu'ils aient une descendance. On est là que pour ça. Rapidement, elle doit aussi apprendre à vivre sous les bombardements. Laura Passoni découvre aussi les exactions commises par Daesh contre celles et ceux qu'il considère comme des traîtres. Vous voyez quoi exactement? Ce qui vous a choqué? Il faut savoir que dès qu'ils tuent des personnes, ils les exposent sur une place publique. Et vous, comment vous réagissez quand vous voyez ça? Très mal. La première réflexe, c'est de cacher les yeux de mon fils. Un fils de 4 ans que les hommes du groupe État islamique tentent d'embrigader
explique-t-elle dans son livre. Et vous disiez qu'un jour, il est revenu avec une peluche et un couteau en plastique et qu'on lui avait expliqué qu'il fallait qu'il s'entraîne à égorger. Voilà, il est venu, mais il est venu en me disant « Maman, je ne voulais pas, c'est son doudou. » C'était son doudou. Et il m'a dit « Je ne veux pas le faire, c'est mon doudou. » Et j'étais très fière de lui. Après 2 tentatives de fuite, elle réussit avec son mari et son fils à rejoindre ses parents qui l'attendaient à la frontière turque. De retour en Belgique, Oussama est condamné à 4 ans de prison et Laura a 3 ans avec sursis pour participation aux activités d'un groupe terroriste. Est-ce qu'on doit encore avoir peur de vous? Ce livre démontre bien que je dénonce, que je ne veux pas que d'autres personnes partent qui fassent la même erreur que moi. Et je me dis, si mon vécu peut sauver au moins une personne, j'aurais tout gagné. Avec son livre à la main, elle souhaite désormais faire une tournée des écoles pour continuer à dénoncer la supercherie et le danger de Daesh. Alors, cette histoire se passe en Belgique, ça concerne une jeune Belge, on a parlé beaucoup des Françaises, mais finalement les femmes djihadistes, il y en a aussi dans d'autres pays et d'autres continents. Cette idéologie ratisse large, si je puis dire, et cette volonté de participer, de partir sur le front et de participer à la cause est globale. Y compris en Afrique subsaharienne. Y compris en Afrique subsaharienne également. Il y a des femmes qui se portent candidates au départ au Sénégal, au Kenya, au Mali également. Merci beaucoup Fatima Lanaï de nous avoir éclairé sur ces femmes djihadistes, un sujet qu'on va évidemment suivre de près dans Actuel. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur les réseaux sociaux.